dans Come Together saison 3, épisode 6. Ce rendez-vous vous est proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur, et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Comme d'habitude, vous retrouverez dans ce programme les actus com de l'ESR qu'Émilie Broust vous présentera, un tour d'horizon complet des articles parus dans la presse dans notre kiosque, et enfin le petit oral. Mais avant tout, nous consacrerons notre débat sur un sujet de poids: comment communiquer pour lutter contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, près de la moitié des étudiants déclarent avoir été victimes de violences de manière répétée pendant leur année scolaire. Cette réalité persiste également dans le supérieur, où près d'un étudiant sur 10 déclare avoir été victime de violences. Face à ces chiffres alarmants, les victimes dénoncent le manque d'information et de communication. Alors comment les écoles et les universités peuvent mieux répondre à cet enjeu? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans le Grand Amphi. Jingle. Face au phénomène des VSS, près de la moitié des étudiantes et des étudiants estiment que leur école ou leur université ne fait pas assez pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Alors au-delà des cas de communication de crise, sur des cas de plaintes déposées ou des études relatant des faits délictueux, les communicants du supérieur sont attendus sur des campagnes de prévention qu'elles sont susceptibles d'organiser. Alors comment mener des campagnes à impact ou comment innover pour faire vraiment bouger les lignes? Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir autour de la table 4 invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, Isabelle Lautrette. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication à l'Institut Mines Télécom, un groupe de 8 écoles, et vous êtes à l'origine d'un outil de sensibilisation pour lutter contre les VSS en réalité virtuelle. Tout à fait. À vos côtés, je vous présente Sophie Poirier, responsable de la vie associative et étudiante à l'ESIEA, qui œuvre beaucoup au niveau de la communication, notamment interne, sur ces sujets, sur les professeurs, sur les enseignants et sur les étudiants. De l'autre côté de la table, je vous présente Coralie Roumagne, qui est directrice de la communication à l'IEP de Bordeaux et qui a multiplié à travers les années les initiatives et les formats innovants pour lutter, pour aider à la lutte contre les VSS. Et à ses côtés, son collaborateur, Alexis Lemaire-Patin, chargé de mission lutte contre les violences et discriminations. On est en plein dans le sujet et vous occupez également du handicap et on est toujours à Sciences Po Bordeaux. Merci à tous les quatre d'être avec moi aujourd'hui. Isabelle, j'ai envie de débuter avec vous. Comment on appréhende l'objet de communication VSS? Est-ce que c'est aujourd'hui dans le cahier des charges obligatoire ou c'est une volonté politique affirmée que l'on doit activer? Alors, en fait, dans les écoles de l'Institut Mines Télécom, on a toujours apporté une attention très particulière aux innovations pédagogiques. On réunit les enseignants-chercheurs tous les ans. Il y a plusieurs séminaires. Il y en a d'ailleurs un en ce moment à Annecy sur les pédagogies innovantes. Et on s'est aperçu que la réalité virtuelle apportait vraiment quelque chose pour l'appropriation des compétences. Donc évidemment, quand les questions sur les VSS sont apparues de façon assez prégnante, maintenant il y a un peu plus de 2 ans, on a, comme tout le monde, mis un plan d'action, fait une étude qu'on mène tous les ans et on s'est dit qu'une bonne façon de procéder serait d'utiliser cette réalité virtuelle qui permet vraiment de rentrer dans le sujet, de s'approprier le sujet. Et en fait, dans ce film, on suit une étudiante, on est à la place d'une étudiante qui est en même temps, qui a un moment témoin de violences sexistes et sexuelles et à un autre moment victime. On va revenir dans le détail de votre opération parce que j'ai vraiment envie avec vous de décrypter la mécanique que vous avez usitée. Mais pour faire ce tour de table, on est d'accord qu'aujourd'hui c'est au cœur des enjeux de communication, les VSS dans les écoles? Oui, ça reste un sujet que les étudiants sollicitent beaucoup et sur lesquels on est beaucoup interrogés. C'est aussi leur vie tous les jours quand ils sont sur les campus. Ils passent plus de temps, comme nous au travail, sur le campus. Et c'est un endroit où ils doivent se sentir bien. C'est une période compliquée pour eux, ce moment entre le lycée et la partie job, premier job. Il faut qu'on soit là pour les écouter, pour leur donner la parole et surtout, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir une réponse quand ils ont une question. Il faut communiquer et en même temps, il faut être capable de leur répondre tout de suite parce que c'est pas juste avoir l'information, c'est avoir l'information au bon moment. Je l'ai dit en introduction, à l'IEP de Bordeaux, vous faites ça depuis très longtemps, d'avoir des campagnes, des outils dédiés à ce sujet-là. Ça s'est passé comment, les premières initiatives? C'est qu'on est venu toquer à votre porte en disant « Vous, Sciences Po, vous ne pouvez pas ne pas agir là-dessus » ou est-ce que c'est vous, à la direction de la communication, qui avez dit « C'est un sujet que nous devons préempter » Alors, c'est un peu les deux, hein. C'est vrai qu'il y avait une forte demande à la fois des étudiants, mais également des personnels.
d'être accompagnés sur ce sujet. Et c'est aussi une vraie volonté de l'établissement de déployer de plus en plus d'outils. Et la preuve en est, puisqu'on a un chargé de mission qui est quand même dédié en grande partie à ces questions-là, pour justement déployer un maximum d'outils et de prévention tout au long de l'année et désamorcer les crises éventuelles. On est dans un sujet qui est très important, c'est un sujet de poids qui est condamnable évidemment par la loi. Est-ce que vous sentez qu'il y a une attente, que de communiquer est un début de réponse et fait partie des choses qui permettent peut-être d'éviter des dérives? Si je peux... Ouais, je t'en prie, oui, il me semble que c'est... il est certain qu'on ne peut pas ne rien faire. Il y a une attente de la part des étudiants. Et en fait, la difficulté, c'est qu'ils sont surinformés. Ils ont énormément de moyens d'information. Et le tout, c'est d'arriver à capter leur attention. Alors, bon, il y a plusieurs choses. On peut mettre des amphis obligatoires avec des sensibilisations et des formations obligatoires, par exemple. Je pense que vous le faites toutes, y compris les responsables d'associations. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut faire qui sont un peu directives. Et sur la communication, il faut trouver des astuces pour capter leur attention. Alors, ça peut être des choses très simples, puis des choses un petit peu plus ludiques. Voilà, il faut, je pense, diversifier les... Il faut trouver l'accroche. Il faut trouver l'accroche. Bien que ce soit un sujet qui pourrait paraître évident. Enfin, il y a encore de l'inculture autour de ces questions-là. On est, chez vos communautés étudiantes, en besoin d'informations. On a l'impression quand même que ça fait quelques années que on a pris un peu la mesure des problèmes et des phénomènes. Ça reste un sujet très sensible. Et là, on est vraiment sur de la communication, de la prévention, en fait, il me semble. Enfin, qui permet justement, on n'est pas juste que sur de la transmission d'informations. Cette information, elle s'accompagne de prévention et de complémentarité en fait des supports, ce que disait notre collègue, l'idée qui est à la fois des supports de communication mais aussi de l'humain. Après, on va peut-être en parler au travers des exemples. Bien sûr. Est important pour sensibiliser tout au long de l'année les étudiants et sortir de cette peur d'en parler, parce que c'est, voilà, si on a été victime ou si on a été témoin en tout cas de violences sexuelles et sexistes. Alexis, vous êtes en contact avec les étudiants, vous prenez le poids de cette attente? Vous le mesurez? Je pense qu'à Sciences Po Bordeaux, ce qui est assez révélateur, c'est que les associations étudiantes se sont largement emparées du sujet. Il ne s'agit pas uniquement d'une obligation de la direction, mais on a vraiment des associations d'étudiants et d'étudiantes qui sont extrêmement moteurs sur ces sujets et qui accompagnent leurs pairs, qui accompagnent les étudiants et les étudiantes, qui sont aussi force de proposition pour l'administration, pour la direction. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est de façon autonome chez les étudiants et les étudiantes que ce sujet aussi est pris à cœur. Donc on l'entend, l'enjeu est là, les attentes sont là, et donc il faut innover. Il faut trouver un moyen, vous le disiez Isabelle, de les sensibiliser avec leurs outils. Alors racontez-nous cette initiative en réalité virtuelle qui vous a permis de gagner un prix notamment. Deux prix, alors, félicitations, j'étais resté au premier. On a eu aussi le prix Jean-François Fiorina des grandes écoles. Alors c'était quoi l'idée? C'était de scénariser des cas d'accueil d'étudiants, je crois, en fait, c'était VR. de sensibiliser sur un sujet très particulier qui est celui du consentement. Cette vidéo est faite pour ça. Parce que au début, quand on a commencé à parler des VSS, on pensait tout de suite aux cas les plus graves, c'est-à-dire le viol. Mais dans les VSS, vous avez aussi les agressions psychologiques, vous avez aussi les agressions sexuelles sans contact, les incivilités. avec contact. Enfin voilà, il y a tout un tas. Et on s'est aussi aperçu que le contexte général jouait beaucoup sur les cas les plus graves. C'est-à-dire que plus il y a du respect, égalité, moins on a de dérives. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment voulu attirer l'attention sur le consentement. Et il y avait une sorte de banalisation jusqu'à il y a quelques années sur les faits les moins graves, entre guillemets, l'exhibitionnisme, ah bah oui, mais c'est parce que c'est la troisième mi-temps du rugby, ah bah oui, mais voilà. Donc il y a eu tout un travail sur le consentement, on a voulu sensibiliser là-dessus. Et donc on s'est associé à une start-up qui s'appelle Reverto, une association qui s'appelle On the Way, pour coproduire un film en réalité virtuelle sur le consentement. Et on l'a fait avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont aidé à
coécrire, on l'a tourné dans les écoles. Avec eux? Avec eux. Donc, alors on est aussi quelques acteurs, mais c'était dans les locaux de l'école et surtout, on avait vraiment le langage. Pour l'avoir fait, on a vraiment l'impression qu'on regarde par le trou de la serrure dans une soirée étudiante. D'accord. Et on est à la place. Donc c'était de la contextualisation, on mettait son Oculus et chaque étudiant qui était en arrivée, en intégration dans les écoles, pouvait découvrir ces cas de figure qui peuvent arriver quand on intègre une école d'ingénieur ou de management. Tous les cas, alors en fait, qui se passent en général pas dans l'école, mais dans les soirées, dehors, mais nous avons quand même une responsabilité sur la formation et donc c'est pour ça qu'on fait ces préventions parce que c'est rarement les cas au sein de l'école. Hein. Et donc là, on suit une journée d'une étudiante qui arrive pour l'intégration avec la pression, pour faire partie du groupe. Donc besoin d'acceptation, d'être accepté. Consentement, pas consentement. Et il y a en même temps, en fait, dans cette expérience en réalité virtuelle, un quiz. Et donc, à la sortie, on sort avec des éléments. Et bien sûr, ça fait l'objet derrière d'un débat, discussion, accompagné avec des gens spécifiquement formés. Alors, du côté de l'ESIEA, vous utilisez la multiplication des communications vis-à-vis de tous les protagonistes de l'école. C'est ça que vous avez voulu mettre en place, c'est des cellules d'écoute et des cellules d'information. C'est ça. En fait, la question était de communiquer à l'ensemble de nos étudiants, évidemment, mais la problématique venait aussi de la part des salariés, de l'administration, des enseignants, qui n'avaient pas forcément les bonnes réponses quand les étudiants venaient vers eux. En fait, on communique auprès des étudiants, on suit des communications lancées par le MESRI, voilà, on renvoie aussi ces communications-là. Mais souvent, l'étudiant, quand il se retrouve dans une situation difficile, il va voir l'enseignant ou le personnel administratif avec lequel il est le plus proche. Et il n'est pas toujours armé. Et la personne en face n'est pas armée. Exactement, il se retrouve avec un cas qui va prendre pour lui et pas savoir comment faire. On s'est dit que le plus intéressant serait de former nos salariés, de former nos étudiants et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une situation se présente... Donc là, c'est la communication interne. Il faut que tous les protagonistes de l'école soient à maturité par rapport à ces questions-là. Quand ils rencontrent des cas... Exactement. Quand ils rencontrent un cas, il faut que les étudiants sachent que le dialogue est ouvert dès leur premier jour de leur première année. Donc, tous les premières années ont droit à une formation sur le consentement, les VSS et le harcèlement. Qu'est-ce que c'est ? Comment on le reconnaît? Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin? Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime? Vers qui on se tourne? Quel est le process mis en place au sein de l'école? Ils ont toutes les informations tout de suite. C'est la première chose que moi, je leur dis quand j'interviens sur les jours de rentrée. Donc, le premier jour pour toutes les promos, ceux qui sont là depuis longtemps comme ceux qui arrivent. Et puis ensuite, nos salariés, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation, quand un étudiant vient? Comment on l'accompagne? Qu'est-ce qu'on ne fait pas surtout? Parce que c'est ça qui est important, ça reste du harcèlement, des viols. C'est des choses qui sont des termes juridiques qu'il faut employer dans certains cas, de certaines façons, et qu'il faut bien employer. C'est ça qui est important. Et est-ce que du coup, ça a changé la donne? Est-ce que vous avez vu des progrès? Est-ce que vous avez pu éviter ou conseiller plus de personnes qui auraient été en délicatesse? Les progrès, on les voit sur l'utilisation, entre guillemets, de notre psychologue et les étudiants qu'elle reçoit et les salariés qu'elle reçoit, puisqu'elle est là pour les deux. Donc on sait que l'outil fonctionne puisque les gens s'en servent. Pas forcément que pour ça, hein, pour d'autres choses, mais en tout cas, ils s'en servent aussi pour ça. Donc ça veut dire qu'ils sont au courant et qu'ils l'utilisent. Et effectivement, les étudiants font passer le mot de l'un à l'autre en disant « tu peux aller voir la psychologue, elle est de bons conseils et tu peux avoir confiance ». Et ça, c'est important. Il y a aussi le fait que les enseignants et l'administration reviennent facilement vers moi, vers la psychologue, vers la cellule d'écoute pour dire « voilà, j'ai un cas, c'est pas à moi de le gérer ». Je te le donne. Donc vous avez organisé les cours de transmission et elles sont usitées. Et elles sont usitées et de la bonne façon et ça soulage quand même beaucoup de monde et on sent beaucoup moins de tension quand les sujets arrivent et surtout si les étudiants savent qu'on peut en parler, ils en parlent. Alors Alexis, à Bordeaux, à l'IUP, qu'est-ce qui a été mis en place? Comment vous avez abordé ce sujet? Eh bien, on se pose vraiment la question des outils qui sont les plus pertinents, les plus efficaces. Dans ce qui existe déjà, des choses qu'on n'a pas inventées à Sciences Po Bordeaux, il y a le violentomètre, qui est un outil qui a été créé en 2018, qui a été plutôt adapté par l'Observatoire des violences faites aux femmes. Alors, expliquez-nous à quoi ça ressemble. Je crois que c'est dans le hall ou c'est dans le hall de l'école? Donc c'est un outil qui est constitué de 23 questions de façon graduelle pour estimer est-ce qu'on est dans une relation de couple avec du consentement ou avec des violences.
Et l'objectif de ces 23 questions, c'est de se dire, plus je monte sur le violentomètre, qui est en fait une forme de thermomètre, plus il y a un risque de violence dans ma relation. Donc c'est un outil qui existait déjà, qu'on a l'habitude de distribuer en version papier, en version A4, dans les livrets vous en avez fait un grand format. très connus. Et effectivement, l'objectif, c'était un sticker, un autocollant qu'on a mis dans le hall, par terre, 3 mètres sur 1 mètre, où vraiment les étudiants, les étudiantes, et aussi les personnels d'ailleurs, pouvaient se positionner physiquement sur le violentomètre. Alors, ce qui a été très intéressant à observer, en tout cas, ce qu'on a vu avec les collègues qui ont mis ça en place, c'est que y avait tout le temps des petits groupes qui passaient devant. On n'a volontairement pas mis le violentomètre dans l'entrée, mais dans un endroit qui était quand même un petit peu à l'écart. Et on a vraiment constaté pendant 1 mois qu'il y avait tout le temps des petits groupes qui discutaient, qui échangeaient. Au début, on voulait laisser qu'une semaine après la journée du 25 novembre. Et finalement, on s'est dit, on le laisse parce que ça marche. Et effectivement, maintenant, l'idée, c'est de voir pour l'année prochaine comment on fera encore mieux. Mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a vu à quel point un outil qu'on n'avait pas encore expérimenté peut aussi, avec un autre format, sensibiliser d'une autre manière. Des choses qu'on a l'habitude de faire et les conférences et les ateliers, on se rend compte qu'en réfléchissant sur les lieux de passage et sur les usages des étudiants et des étudiantes, on peut peut-être toucher des personnes qui ne l'auraient pas été de la même manière avec d'autres outils. Oui, on a l'impression qu'avec des jeunes générations, la conférence, ça a ses limites. Là, vous êtes parti aussi sur un guide, je crois. Alors, est-ce que, justement, les formats, on a vu qu'on était au top de l'innovation avec la VR. Là, un guide, ça marche encore? Ça peut encore être pris en main? Alors, sur cette génération C'est un guide qui a été constitué par l'ensemble du réseau des IEP en région. D'accord. Qui en région se sont rassemblés pour réaliser ce guide. Qui présente vraiment de manière générale les différentes situations, qu'on soit victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes avec les différents degrés bien sûr, et qui après, décliné par IEP, présente les dispositifs en place. Alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul sur l'utilisation, la prise en main. La prise en main de ce guide. Mais il a le mérite quand même d'exister et complète en fait les dispositifs qui sont mis en place, notamment par Alexis, avec des ateliers où les étudiants sont acteurs du dispositif, ce qui n'est pas le cas dans des conférences. Je ne sais pas, peut-être que Alexis peut présenter les ateliers qu'il déploie. Si les étudiants sont acteurs de ces dispositifs, ils sont beaucoup plus sensibilisés en fait. C'est un peu la question que je vais vous poser, c'est maintenant que vous avez posé vos jalons, et vous n'êtes pas parmi les établissements les plus en retard, comment aller plus loin? Quels sont les défis qui sont face à vous? C'est jouer sur l'interaction, l'interactivité, c'est ça les futurs leviers? C'est jouer sur la complémentarité des outils, parce qu'une personne va être très sensible à un atelier qui va être mis en place en petits groupes, une autre va être beaucoup plus réceptive à une conférence générale, quelqu'un d'autre va avoir besoin de plus de temps, par exemple avec quelque chose qui va être affiché, et il faut vraiment réfléchir à comment pédagogiquement utiliser tous les outils de communication pour réussir à sensibiliser tout le monde. On fait cette émission pour les communicants du supérieur, donc quelle piste on peut leur donner aujourd'hui? Où en est l'état de vos réflexions par rapport à ces sujets-là, Isabelle? Comment on pourrait aller plus loin? Alors, en fait, nous, on mène une étude tous les ans, une enquête, comme il y a dans les universités, elle est basée en partie sur l'enquête du MESR, mais on l'a adaptée spécifiquement pour nos écoles. Et en fait, on fait un peu évoluer les choses, parce que les choses évoluent aussi. D'une enquête la première année qui était sur les VSS, on est maintenant sur une enquête respect-égalité. On aborde aussi les problématiques, de respect-égalité, enfin, voilà, les problématiques handicap, genre, parce qu'on s'aperçoit que tout est assez lié, en fait, dans les comportements. Donc, c'est de plus globaliser encore les questions? Oui, on garde les questions spécifiques. Ne pas rester sur les versions ultimes. Exactement. Les cas et ce qu'on a mesuré, c'est que nous, on fait cette enquête tous les ans. La première année, c'est vrai on en parlait beaucoup dans les médias, il y a eu plusieurs cas dans les établissements. Quand on a fait l'enquête, on a eu un taux de réponse assez élevé, qui nous a permis de voir des choses. Et on s'est dit, on va la mener tous les ans pour avoir une amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on fait évoluer un petit peu l'enquête et qu'on met de nouvelles choses en place. Et la dernière enquête... élargir l'assiette Exactement. Alors, ce à quoi on est confronté, c'est que depuis maintenant plusieurs années, on communique très activement sur le sujet. Paradoxalement,
on a un taux de réponse au questionnaire qui baisse. Parce que les réponses qu'on a, oui, on est bien informé. On sait, il y a une cellule d'écoute, il y a plusieurs moyens pour pouvoir signaler soit la cellule d'écoute, soit la psychologue, soit des outils en ligne. Les outils en ligne, ils sont dans la communication générale, mais un truc tout bête, un QR code pour le site de signalement dans les toilettes à l'intérieur fermé. On ne vous voit pas scanner le QR code pour aller sur la plateforme de signalement électronique parce que ça peut être extrêmement gênant. Donc voilà, donc je pense qu'il y a d'autres établissements, on est plusieurs à faire ça, mais dans des lieux justement pas publics, où on fait ça, des lieux intimes, multiplier les intranets, les papiers, voilà. Et après, faire évoluer sur quelque chose de plus large parce qu'on s'aperçoit que plus il y a un climat bienveillant et favorable, moins on a de cas graves. La vigilance est mieux. En clair, les viols, ça monte pas, mais... Et voilà. tout le système. Vous confirmez, on va finir, Sophie, vous confirmez qu'il ne faut pas relâcher la pression? Il va falloir continuer à innover? Ah oui, il faut continuer à le combat, il faut continuer à en parler, il faut continuer à communiquer, oui, c'est indispensable. Et j'imagine qu'une école qui ne communiquerait pas aujourd'hui serait facilement sur le feu des critiques en interne déjà. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas traiter en communication ce sujet-là. Ah oui, on ne peut pas se permettre et les étudiants le feraient remonter de toute façon. Voilà. C'est l'image même de l'établissement qui est en jeu. L'image même et la fonction aussi, on est responsable aussi de la formation au sens large des étudiants, de leur responsabilisation aussi. Voilà, c'est pas uniquement la formation universitaire, voilà, c'est aussi la formation pour qu'ils deviennent des citoyens respectueux, avec des vraies valeurs. Enfin, ça fait partie aussi des missions des établissements d'enseignement supérieur. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé vos initiatives, votre expérience, vos combats vis-à-vis de ces questions-là. Alexis, je veux vous remercier. On va faire entrer et accueillir Émilie Broust qui va nous présenter les Actucom du mois. Jingle. Bonjour Émilie. Bonjour. Quoi de neuf sur le Soleil Com de l'ESR ce mois-ci? Eh bien, ce mois-ci, ou plutôt cette année 2024, c'est l'année des JO, et bien évidemment, oui. Et les JO, même pour les universités et les écoles, c'est un bon terreau pour faire grandir des actions de communication. Et bien là, c'est l'Université de Strasbourg qui a lancé tout au long de l'année, depuis cet hiver, et ça va jusqu'en juin 2024, une campagne qui s'appelle « L'université se prend au jeu », avec des actions toute l'année sur le campus, ouvertes au grand public, alors des conférences, des tables rondes, des projections de films, comme ici les chariots de feu, qui a été suivi d'un débat avec des enseignants-chercheurs de l'école. Il y a eu des thèmes autour de la place de la femme dans l'olympisme, ou alors l'impact des événements sportifs dans le secteur. Ça parle avec les entreprises, les partenaires locaux. Ça va jusqu'en juin 2024, donc peut-être qu'on en reparlera. Et c'est sur tous les campus de Strasbourg. Parfait. Les Serious Games, vous connaissez ? Alors, il y a eu une école de commerce qui, depuis une dizaine d'années, a vraiment beaucoup développé ces Serious Games. Et on lance un nouveau, et là, autour de tout ce qui est éthique, c'est l'Ethical Expedition, et c'est Grenoble École de Management qui a décidé de lancer en fait ce Serious Game pour le grand public, pour des joueurs, pour confronter des joueurs au dilemme éthique et notamment pour essayer de mieux comprendre ces enjeux une fois qu'on est dans l'entreprise. Alors l'intérêt de cette initiative quand même, c'est qu'elle a été menée en partenariat avec des acteurs locaux, les enseignants-chercheurs de l'école, que ça a été créé avec des séminaires, avec des partenaires en France, en Chine, à l'étranger. Tous ont conçu des personnages, des situations, justement en mêlant la mixité de leur culture. Ils ont même fait intervenir des acteurs professionnels pour intervenir dans ce Serious Game. Plus de 800 heures de travail quand même. Ça a été testé là sur les étudiants. A priori, c'est une réussite et ça va être lancé à grande échelle. Donc, j'espère que j'aurai un peu plus d'images peut-être à montrer pendant l'année. On les fera découvrir. Voilà. Et enfin, alors là, autre initiative, on avait parlé de la communication participative à une autre émission. Eh bien, un bel exemple là, qui a été lancé par EM Normandie, qui a lancé donc l'association Parents d'étudiants. Et cette association Parents d'étudiants, c'était en octobre, là, vient d'être doublée avec un site internet. Le site internet dédié Parents d'étudiants
étudiants à l'EM Normandie. Pourquoi? Eh bien justement, pour faire participer les parents un peu plus à la construction, à la vie de l'école. Donc ça offre une expérience intuitive, immersive. Ils pourront retrouver l'ensemble des informations, évidemment de la scolarité, les programmes, les calendriers, avoir des aides. Et ils pourront aussi participer, c'est-à-dire proposer des idées, des axes d'amélioration pour offrir une scolarité enrichissante à leurs bambins étudiants. Alors par contre, il ne faut pas mettre, je pense, le planning du BDE, parce que là, je ne pense pas que ça leur ferait plaisir. Il manque un onglet plainte des parents, parce que quand même... je ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché webcam aussi pendant les soirées, mais ça n'y est pas. Okay. Voilà, en tout cas, un bel exemple de communication participative. Voilà, un axe de communication de plus en plus usité, c'est les parents. Et on le voit, on va fleurir dans beaucoup d'écoles. Merci. Du primaire à l'enseignement supérieur. Exactement. Comme ça, on ne lâche pas les enfants. Merci beaucoup, Émilie, pour ce tour d'horizon. On passe tout de suite au kiosque de l'ESR qui vous propose un tour d'horizon des actus dans les grands et les petits médias. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. On démarre tout de suite avec le dernier dossier du Parisien étudiant consacré à l'alternance. Plébiscité par les étudiants comme les entreprises, l'apprentissage a explosé dans l'enseignement supérieur. Mais est-ce fait pour tout le monde? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Pour répondre à ces questions, le journaliste Nicolas Chalon partage le témoignage de professionnels et d'étudiants dans une série d'articles dédiés. Pour Le Monde, le journaliste Séverin Gravelot s'est aussi intéressé à l'apprentissage, mais plus précisément en master. D'après son enquête, les apprentis en master ne s'insèrent pas forcément plus vite et mieux sur le marché du travail que les étudiants de master passés par la voie classique avec un stage de fin d'études. Cependant, si l'effet sur l'intégration est négligeable, l'article souligne que les apprentis diplômés ont plus de chances de se sentir satisfaits de leur emploi, notamment en matière de responsabilité et de rémunération. Faut-il détemporaliser la formation? C'est la drôle de question posée dans une tribune publiée dans Les Échos, qui fait écho sur les nouveaux modes de fonctionnement des grandes écoles et des universités. Ces dernières ont de plus en plus tendance à sortir des schémas classiques d'emploi du temps au profit de dispositifs pédagogiques plus détemporalisés autour de campus accessibles à toute heure. Selon l'auteur, ces dispositifs détemporalisés et ces variétés d'espaces d'études donnent aussi une plus grande importance au rendez-vous collectif. En parlant de transformation pédagogique, la journaliste Marine Dessau s'est demandé si les jeux vidéo peuvent remplacer un cours magistral. Dans ce reportage publié sur Campus Matin, elle a suivi le cours de Jean-Luc Dion, professeur de physique à INSAE Submeca et créateur de The Vibes, un jeu vidéo unique pour apprendre à maîtriser la mécanique vibratoire sans cours magistral. Une nouvelle étude, publiée en février par l'association d'aide Linky, dresse un nouveau constat alarmant sur la précarité étudiante. Dans un article publié dans Le Figaro, on apprend que 3/4 des étudiants sondés, dans le cadre de l'étude, disposent de moins de 100 € de reste à vivre par mois. La journaliste Emma Ferrand conclut son article avec un focus sur l'effet bénéfique et protecteur des bourses sur critères sociaux du Crous. Pour finir sur une note positive, Challenge revient sur le classement 2024 des 100 meilleurs MBA internationaux du Financial Times. Dans l'article, on peut lire que les business schools françaises tirent leur épingle du jeu avec 8 écoles classées. Ces dernières se sont particulièrement démarquées sur le retour sur investissement et l'accompagnement environnemental. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt! À chaque émission, nous terminons par un invité en visio, une personnalité de l'ESR qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, c'est Karine Delrieux, directrice de la communication de l'INSERM. L'INSERM, je vous le rappelle, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. On pourrait se demander que vient faire l'INSERM dans une émission de communication. Eh bien, on se trompe parce que l'INSERM est très innovant et vient de sortir une campagne de publicité avec une pub complètement décalée sur les vrais faux produits qui amènent des solutions miracles qui pourraient nous soigner. Karine, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, je vous entends très bien, merci de m'avoir invité. Alors, l'INSERM nous avait déjà bluffé en 2019 avec un ouvrage sur les fake news. Et là, vous poussez, vous enfoncez encore le clou du pas de côté avec cette campagne. Alors, racontez-nous le concept de cette campagne. Quelle est l'idée maîtresse qui vous a guidé?
L'idée est d'être dans la continuité de l'effort que l'on fait pour lutter contre les fake news et puis informer au mieux les citoyens. Et on a décidé de s'attaquer à une des sources principales des fake news qui sont des choses que l'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis d'aller finalement à la source et de nous aussi produire quelque chose qui soit du registre des réseaux sociaux. Expliquez-nous le scénario de la publicité, qu'on comprenne bien, on va voir des images. L'idée, c'est de créer un distributeur dans une gare dans lequel on vend que des faux produits qui soignent, en fait. C'est ça. Donc, un vrai distributeur avec des faux produits miracles. Voilà, donc vous allez voir. Et on a donc fabriqué des faux produits miracles, on les a nommés du nom des produits qu'on voit le plus circuler en matière de fake news, donc des produits pour réduire l'arthrose, des produits pour maigrir, des produits contre la dépression, pour retrouver le moral, qui sont un des grands classiques des fausses informations qu'on voit circuler. On les a fabriqués, on les a mis dans un vrai distributeur, on a placé le distributeur dans une grande gare parisienne à un endroit de passage, aux heures de passage, et puis on en a fait un tournage de manière à sensibiliser, on l'espère, de façon étonnante et moderne, les gens au fait que quand c'est trop beau, c'est que c'est pas vrai. Donc voir la réaction des gens par rapport à ça. Et donc quelque part, quelle est l'intention? C'est pour dire, attention, la santé c'est quelque chose de sérieux, ne vous laissez pas duper, ou pour montrer que l'INSERM prend ces sujets à cœur aussi? J'ai eu du mal à me dire quelle est l'intention finale. Notre intention, c'est de dire aux gens, quand vous n'êtes pas sûr d'une information en santé, quand vous ne savez pas, quand il y a quelque chose qui vous intéresse, mais vous ne savez pas si c'est crédible, le bon réflexe, c'est de demander aux gens qui savent. Donc nous, c'est l'INSERM, c'est la recherche en santé, il y en a d'autres, mais bien entendu, le point principal, c'est pas grave de ne pas savoir, mais par contre, demander aux gens compétents et qu'on réfléchit à la question. Donc c'est vraiment essayer de se placer dans le quotidien de tous, c'est pour ça qu'on est dans le métro, c'est pour ça qu'on essaie d'être dans ce registre, et leur dire l'INSERM est là pour répondre à vos questions. C'est donc de susciter une forme de démarche d'information qui ne cède pas tout à l'immédiateté et aux recettes miracles. Donc on essaye de s'intégrer pleinement dans le quotidien des gens et de les prendre là où ils en sont. Donc de ne pas asséner notre science, mais au contraire de remonter petit à petit en partant de ce que les gens vivent dans leur quotidien. C'est pas pour rien qu'on a choisi les produits pour mincir, les produits contre l'arthrose. Ça correspond à des vrais besoins et des vrais besoins en santé. Donc c'est la promotion pour l'information sérieuse vers la santé. Et alors un petit mot sur le making of, ça a été difficile. On voit que ce sont des vrais gens qui ont des réactions réelles par rapport à des produits qui permettent de maigrir en 5 minutes. Alors, au risque de vous surprendre, c'est un vrai tournage publicitaire. Et nous revendiquons, nous, INSERM, et vous l'avez dit en introduction du sujet, étonnamment, nous invitons aujourd'hui l'INSERM. Eh bien, en fait, moi, j'aimerais que ça soit de moins en moins étonnant, parce que c'est pas parce qu'on a des choses importantes à dire, nous, la recherche, la science, qu'il faut se priver des méthodes pour essayer d'être intéressant et d'intéresser les gens. Donc, pour nous, la méthode publicitaire est une méthode d'importance pour réussir à faire passer nos messages. Donc, c'est un tournage publicitaire avec une agence publicitaire. Alors, il y a une majorité de vrais gens et de vraies réactions, mais nous avons aussi intégré des comédiens de manière à avoir un produit fini, donc la petite vidéo, qui soit suffisamment intéressante pour les réseaux sociaux. On a l'humilité de penser que nos messages doivent eux aussi être travaillés de façon marketing et publicitaire pour réussir à se forger une petite part dans la journée des gens et une petite part d'attention qui est difficile à obtenir. Pour finir de façon très rapide, quelles ont été les réactions face à cette campagne? Vous avez eu des satisfactions? On a eu un très bon accueil. Oui, on a eu un très bon accueil. D'abord, les gens étaient contents qu'on s'intéresse à leur quotidien. Ce sont vraiment des choses qu'ils ont en tête, hein. L'arthrose, la dépression, il n'y a pas que ça. Hein, mais, et puis, ils étaient contents qu'on les surprenne.
nous, on se dit que la science qui change un peu de registre et qui descend de son piédestal, c'est peut-être une façon efficace de regagner un petit peu de visibilité, de crédibilité. Et tout ceci, c'est pas une crise d'ego, hein, c'est au service des gens. Donc le bon réflexe, c'est posez-vous des questions. On a beaucoup de réponses, nous et l'ensemble des organismes, entités scientifiques qui sont au service des citoyens, pour ça. Merci beaucoup, Karine. Bravo pour cette initiative très originale, très marrante à regarder. Et encore félicitations pour cette idée de campagne. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Come Together en 2024. Il me reste à remercier mes invités. Isabelle, merci encore d'avoir participé. Sophie, Coralie, encore merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au plateau de Come Together. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Come Together. Bye bye, ciao.